Martin a tellement mis son cœur, son âme, ses tripes dans le livre qu'il nous a écrit suite à avoir animé plein de retraites sur le tantrisme dans toutes les formes, qu'à un moment donné, il était au Mexique pendant le confinement. Mais il dit là, qu'est-ce que je vais faire avec mon lancement du livre qui devient disponible en octobre? C'est pas le temps de faire un lancement de livre dans une période d'isolement social. Puis tu sais, je disais, Martin, un livre pratique sur le tantrisme n'aura jamais été un remède autant nécessaire que dans la période qu'on est en train de traverser. Levez la main ceux qui surfent sur un peu d'incertitude. Puis que c'est fatigant pour le cerveau. On va voir que le tantrisme, au sens où Martin l'entend dans son livre, c'est intéressant parce que c'est comme une expansion d'énergie. Moi, je trouve que le tantrisme, c'est comment on peut s'amener dans un état où, avec un autre être humain, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un conjoint, ça peut être sexuel ou pas, mais comment on peut faire en sorte que le courant passe pour avoir ce petit feeling-là qu'on a été en résonance puis qu'on a augmenté le niveau d'énergie. On a besoin d'ocytocine, on a besoin d'affection, on a besoin de chaleur humaine dans un contexte comme celui qu'on traverse. Parce qu'on ne sait pas comment prédire le futur immédiat, puis ça rend le cerveau fou. Connaissez-vous des gens qui vont rester dans une relation insatisfaisante pendant 25 ans parce que c'est un connu insatisfaisant, puis ils ne vont pas prendre la chance d'aller dans l'inconnu parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver l'autre bord. Faites donc ça si vous en connaissez des de même. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui vont rester dans une job insatisfaisante pendant 20 ans parce qu'ils ne vont pas prendre le pari de miser pour aller vers l'inconnu parce qu'on ne peut pas prédire le futur immédiat. Dans notre société en ce moment, on a tellement besoin de connexion humaine que le guide pratique du tantrisme, il est tellement concret que ça va nous donner plein de petits outils pour nous aider à combattre cette fameuse hormone-là ici. Veux-tu tourner? Oui. Qui a déjà entendu parler du cortisol? Mon expertise est au niveau des neurosciences, de la neurobiologie des émotions. Je ne vous rendrai pas ça théorique trop longtemps ce soir, mais ça ici dans notre cerveau, cette hormone-là fait geler une partie de notre cerveau. C'est ce qui explique que quand on s'en va dans une date pour la première fois, puis on veut avoir l'air hot, on veut avoir le sens de l'humour, on cherche quelque chose d'intelligent à dire, puis on est de même. Même chose va arriver dans une entrevue pour un emploi que tu veux trop. Parce que le cortisol, l'hormone du stress et de l'anxiété, on en a plein nos cerveaux en ce moment, mais ça ne nous aide pas à avoir accès au meilleur de nous. Et là, le cortisol dans notre cerveau, regardez ce qui se passe. Quand tu es nerveux, quand tu es stressé, il y a un circuit neurologique qui s'active qui relâche ces fameux neurotransmetteurs-là, ce qui va expliquer des fatigues anormales. Il y en a-t-il qui se sentent des fois fatigués, à moitié morts, qui auraient vraiment besoin d'une recharge d'énergie puis que le courant passe en quelque part? Parce que ça peut aller jusqu'à se sentir découragé, isolé, seul, abattu, et éventuellement même mener à ce qu'on appelle des colères spontanées. Tu sais, on vient au monde avec une certaine longueur de mèche. Pendant le confinement, il n'y en a plus de mèche. Ça punch direct, là. Puis, on a vu sur Facebook réagir à certaines... Tu sais, t'as pas accès au meilleur de toi. T'as l'air weirdo, mais tu vis une petite détresse intérieure. Nous autres, on veut savoir que si tu sais comment ça marche dans le cerveau, tu peux écraser la réponse physiologique de stress, puis tu peux flusher ce cortisol-là. Et pour se brancher dans l'énergie, pour que le courant passe, il faut juste savoir comment ça marche dans le cerveau. Il y a différentes structures dans un cerveau humain. Celle qui nous intéresse, quand on coach des athlètes olympiques, quand on coach un PDG ou des gens des ventes, on les coach à savoir comment commander le système limbique. C'est la partie de notre cerveau qui génère l'énergie, l'émotion puis la motivation. Mais c'est aussi la partie de notre cerveau qui va faire en sorte qu'on va entrer dans un état tantrique, qu'on va entrer dans un état où le courant passe solide. Notre but, c'est juste de savoir faire connecter les bons circuits neurologiques. Je ne sais pas combien d'outils Martin a présenté dans son fameux livre qu'il est en train de lancer, mais le but étant tout le temps de nous faire brancher neurochimiquement dans des états qui font créer une expansion d'énergie. Donc, truc ce soir qui est à l'honneur quand on parle de tantra,
Le cortisol, l'hormone du stress, l'hormone qui nous fait figer, qui nous fait pogner les nerfs, qui nous fait péter des coches où on n'a pas l'air très intelligent, où il y a une absence de connexion parce qu'on est préoccupé et on roule les idées dans notre tête, d'un point de vue biochimique, il est inversement proportionnel à l'hormone de l'amour, à l'hormone de l'attachement, à l'hormone qui fait en sorte qu'on sent que tout à coup, on compte, ou on a de la valeur pour quelqu'un. Parce que quand on rentre dans une pièce, ses yeux nous flashent la joie ou son visage illumine ou rayonne d'un grand sourire, témoignant d'un point de vue non-verbal que, mon Dieu, on vient d'arriver puis ils sentent quelque chose. Donc ça, l'ocytocine, hormone de l'attachement, ils disent qu'un câlin, quand tu arrives dans une famille là, à Noël ou des fois au retour d'un confinement, ils disent que le câlin classique dure 3 secondes. Mais s'il dure 20 secondes, il y a un effet thérapeutique, il y a un effet tranquillisant, puis il y a un effet calmant à cause de ce phénomène-là ici, parce que tu ne peux pas avoir les deux hauts en même temps. Tu choisis c'est un ou c'est l'autre. De sorte que quand tu es stressé pour un phénomène comme COVID-19, ce que tu as besoin, c'est de contact humain, de chaleur humaine et malheureusement de proximité. Levez la main ceux qui n'ont manqué un peu de ça. Donc là, l'ocytocine, c'est la petite magie. Quand, à un moment donné, tu es au restaurant avec quelqu'un, ça peut être une collègue, ça peut être un amant, ça peut être n'importe qui, tu es au restaurant, puis à un moment donné, il est rendu 1h du matin, puis tu avais estimé 10h. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le courant a passé, il a énergisé les batteries. Mais c'est la petite magie aussi derrière l'ocytocine, derrière la... Je vais l'utiliser ici, ça va aller plus vite. C'est la magie qu'on retrouve aussi en zoothérapie. Regardez. Ils ont fait des recherches avec des jeunes enfants qui étaient paraplégiques et qui étaient catatoniques. Ils ne pouvaient pas parler, ils ne pouvaient pas communiquer, ils ne pouvaient ni bouger les jambes et les bras. Essentiellement, ils étaient comme prisonniers d'une prison de chair. Et là, en zoothérapie, ils ont amené un petit animal, en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, c'était un petit chien tellement affectueux que le petit chien se collait tellement fort sur l'enfant que même si l'enfant ne pouvait pas communiquer, on voyait les niveaux d'ocytocine augmenter dans son sang et on savait qu'en même temps, il y avait un sentiment de bien-être, un sentiment de compter pour quelqu'un, parce que si l'animal se collait comme ça sur lui, c'est que l'animal démontrait la valeur. Donc, l'ocytocine, c'est ce qui nous fait du bien. Si jamais il y a 2-3 vagues et on reconfine, adoptez un petit chien ou quelque chose. Maintenant, regardez, on a tellement besoin de ça dans le contexte actuel, mais même avant la pandémie. Dans les pays occidentaux, les spécialistes en psychosociologie disaient qu'on vivait une épidémie de solitude. Dans nos sociétés modernes, occidentales, individualistes, où c'est me, myself and I, on est connecté sur notre téléphone pendant qu'on est au restaurant avec des amis. Il dit que l'être humain a vécu une absence de connexion incroyable depuis les dernières années. Il y a des parents qu'il faut qu'ils supplient leur adolescent de souper avec eux en même temps à table. Il y en a d'autres qui ont instauré des règles pour créer la connexion. Il y a des conjoints, des fois, qu'il faut qu'ils supplient l'autre conjoint d'arrêter de répondre à des courriels de travail pendant qu'ils sont sortis au restaurant dans l'espoir de créer cette connexion-là. On vit dans un univers d'individualisme incroyable. Puis, Dieu merci que des nouvelles, comment je pourrais dire ça, peut-être plus de science ou de l'art ou des pratiques, comme le tantra, visent à faire en sorte qu'on connecte ensemble à travers des comportements précis, parce que la vie va tellement vite, on est tellement sollicité de partout, que maintenant on se sent privilégié quand dans notre semaine, on a eu un 15 minutes qui a fait en sorte qu'on a senti qu'on était branché dans quelque chose de sacré avec une personne. Dans ce fameux contexte-là, quand tu n'as pas de relation significative qui donne du sens à ta vie, ou le sens que si jamais tu disparaîtrais, quelqu'un souffrirait de ça, dans une société comme ça, il y a comme un genre de creux qui s'installe. Il y a comme un genre de vide qui s'installe dans l'être humain. Et depuis le début de l'espèce humaine, on n'a jamais vu un peuple comme nous en Amérique du Nord. C'est sans précédent. On n'a jamais vu un peuple être autant endetté, médicamenté, obèse et accro à toutes sortes de substances. Ce vide-là, ce creux-là,
crée tellement une absurdité, un manque de sens, qu'on va avoir recours des fois à des substances engourdissantes pour le remplir, puis essayer de faire le plein. Quand dans le fond, humainement parlant, c'est comme une petite faim d'amour. Mère Teresa, même à son époque, disait « le monde a faim ». Et le monde n'a pas nécessairement faim de pain. Les gens ont faim d'amour, ils ont faim de se sentir voulus, ils ont faim de se sentir désirés. Nos enfants, les amis, les collègues, on est dans une société de déconnexion où 90% de nos relations sont transactionnelles. La feuille au Tim Hortons pourrait se transformer en guichet automatique, que ça ne ferait pas beaucoup de différence pour certains êtres humains qui ne prennent même pas le temps de connecter avec ses yeux quand on va donner le café ou le muffin. Voyez-vous un peu ce que je veux dire? Une société à 90% de transactions. Et là, tout d'un coup, on va rencontrer quelqu'un qui arrive dans nos vies comme un oiseau rare, un donneur d'énergie, quelqu'un qui va partager la joie de vivre ou quelqu'un qui va avoir un mot, un regard ou quelque chose qui va faire en sorte qu'on se dit « Mon Dieu, le courant vient-tu de passer? J'ai-tu rêvé ça, là? » Où il s'est passé quelque chose où il y a eu une pleine présence. Mais tu sais, une présence affectueuse, c'est de l'amour pur. Puis l'amour, c'est un besoin biologique. Et sur Facebook, après le confinement, je suis retombée sur cette petite vidéo-là qui m'avait touchée. C'est un petit cousin puis une petite cousine qui ne se sont pas vus pendant le confinement. Et après, la maman les filme quand ils se disent bonjour puis qu'ils se font un câlin. Regardez ça. Whenever you want. On va remarquer que ce n'est pas probablement de la tristesse qu'ils ressentent en ce moment. Ils sont peut-être touchés dans l'âme. Leur petit être entier est remué par la vague, le micro-moment de connexion qu'ils sont en train de vivre. Donc, un câlin, un massage attentionné, une tape dans le dos au travail. Tu sais, le témoignage de « My God, tu comptes pour moi ». Levez la main ceux qui ont été touchés en voyant leurs émotions. Il se passe quelque chose, hein? On partage nos états émotionnels. Il y en a qui partagent leur enthousiasme, il y en a qui partagent leur frustration, il y en a qui partagent leur réflexion, il y en a qui partagent la synchronisation limbique et les neurones miroirs vont faire en sorte qu'on n'a même pas besoin de se toucher pour partager une émotion si on la ressent avec intensité. Et ils disent que l'amour est une compétence qui peut être apprise, qui peut être pratiquée, et on peut élever notre maîtrise de cette compétence-là. Il y a à peu près une 60aine d'outils dans son livre à lui pour augmenter la capacité de présence affectueuse. Mais ils disent que l'amour, ce n'est pas une émotion stable du tout. Il y a une psychologue aux États-Unis, Barbara Fredrickson, qui a écrit un livre qui s'appelle « Love 2.0 ». Elle a analysé la biologie de l'amour. Elle a dit « Oh boy, on a réalisé que l'amour, ce n'est pas une émotion stable. C'est une accumulation de micro-moments de connexion. » On pourrait quasiment dire même que c'est une accumulation de petits moments de présence tantrique où 100% de ton attention est captivée par l'autre. Tu es fasciné par ce qui est en train de se passer. Puis ça peut être sexuel, n'est-ce pas? Mais c'est pas obligé. Ça peut être plus at large aussi. Fait que l'amour, c'est comme une petite vague qui monte, un micro-moment de connexion. On a vu le cousin et la cousine, à un moment donné, avoir envie d'être émus puis de se mettre à pleurer. Là, ils ont eu une petite vague, là. Et là, quand on rencontre une nouvelle personne dans notre vie, ça se peut-tu que les premiers 6 mois, il y a beaucoup de vagues? Tu gères ton agenda en fonction des vagues que tu vas faire monter. Et là, ça se peut-tu qu'après 25 ans, faut que tu prennes des rendez-vous pour les vagues? Faut que tu crées des conditions? Faut que tu te ramasses un livre sur le tantrisme? T'espères participer à une retraite avec la personne pour que tu puisses pratiquer des affaires ensemble, parce que cette émotion-là de l'amour, quand on va dire « Oh mon Dieu, elle, je l'aime » ou « Lui, je l'aime », c'est qu'il y a une petite accumulation de vagues qui fait augmenter l'ocytocine, qui fait augmenter le sentiment de connexion. Mais tu n'es pas à côté dans vagues, dans les airs tout le temps, là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des fois avec vos enfants, tu covoitures, puis là, tout d'un coup, tu as une conversation, tu n'as même pas besoin de te regarder.
c'est amélioré par le regard, bien entendu, la connexion, parce qu'on a des neurones miroirs qui sont activés dans le regard à travers les yeux. Mais des fois, tu peux covoiturer avec quelqu'un, puis à un moment donné, pendant 5 minutes du trajet qui a duré 2 heures, tu as eu un petit moment sacré, un petit moment vertical où le temps s'est suspendu tellement que le courant a passé. Y en a-t-il ici qui ont vu le film Avatar? Vous souvenez-vous du bout où il parle de « I see you ». Il ne passe pas 2 heures dans le film à dire « I see you, I see you, I see you ». À un moment donné dans le film, l'âme voit l'âme de l'autre. Les yeux reconnaissent l'essence. Il y a un moment de connexion. Et je pense que la soirée qu'on veut vous offrir ici ce soir, je pense que le tantrisme en question, c'est comment on peut faire en sorte que le courant passe, comment on peut bâtir les vagues d'électricité entre nous, avec des collègues, des clients, des amis. Puis tant mieux si vous avez un amant ou une petite maîtresse avec qui le partager aussi. Sur ce, il est où mon Martin? Testing, 1, 2, 1, 2. Parce que Allô? je pense qu'il nous a dit qu'il était pour nous faire vivre des petites aventures ce soir. Donc, dans une optique de vagues, d'électricité et de synchronisation limbique, levez la main ceux qui sont willing pour se prêter à l'aventure. 2 mains, yes. Je te laisse. Yeah! Je te laisse avec eux. Merci, ma belle amour, merci.